Les cristaux, on en voit absolument partout aujourd'hui, pas vrai? Portés en bijoux, posés en déco sur un bureau ou au cœur de nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. C'est clair, il y a un véritable engouement. Et ça nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce que la lithothérapie au fond, au-delà du simple objet esthétique? Eh bien, c'est une approche de bien-être qui se base sur les propriétés énergétiques qu'on prête aux pierres et aux minéraux. Dans ce décryptage, on va faire un vrai voyage au cœur de ce monde fascinant pour comprendre son histoire, ses principes et bien sûr ses applications pratiques, tout en gardant bien en tête que c'est un accompagnement et non une médecine. Alors, pour que tout soit clair, voilà notre parcours. On va d'abord remonter le temps pour découvrir les racines millénaires de cette pratique. Ensuite, on va décortiquer la théorie énergétique qui est derrière tout ça. Puis, on passera au concret, un guide des cristaux les plus connus et des conseils pour les utiliser tous les jours. Et on terminera sur un point essentiel, les précautions à prendre pour une pratique saine. Allez, on commence par le début, l'histoire. Parce que même si on a l'impression que les cristaux, c'est une mode très actuelle, leur utilisation est en réalité une sagesse qui traverse les âges et les continents. Ça puise ses racines dans les plus anciennes civilisations. Ce qui est assez remarquable, c'est à quel point cette pratique est universelle. Si on regarde dans le passé, on voit que les Égyptiens, par exemple, utilisaient déjà le lapis-lazuli comme pierre de protection dans leurs rituels. En Mésopotamie, on allait jusqu'à associer chaque cristal à une planète. De l'autre côté du globe, les peuples amérindiens considéraient que chaque pierre avait son propre esprit, sa propre médecine. Et comment ne pas penser à la Chine, où le jade est depuis toujours un symbole de pureté et de sagesse. En fait, le mot lithothérapie, lui, il est tout récent, il date du XXe siècle. Mais il vient juste nommer des millénaires de savoir. Bon, maintenant qu'on a vu d'où ça vient, la question qui se pose, c'est comment ça marcherait en théorie. On va explorer ensemble les concepts qui sont à la base de la lithothérapie. Le principe de base, c'est l'idée que tout est énergie, tout est vibration. Dans cette vision des choses, le corps humain n'est pas juste un assemblage physique. Il serait entouré d'un champ d'énergie qu'on appelle souvent l'aura. Et chaque pierre, avec sa structure cristalline qui lui est propre, émettrait sa propre vibration, sa fréquence unique. L'idée, c'est que cette fréquence pourrait entrer en résonance avec notre propre champ énergétique, un peu comme un diapason qui en fait vibrer un autre à distance. Ça viendrait rééquilibrer, réharmoniser ce qui ne va pas. Et au cœur de ce champ énergétique, il y aurait les chakras. On peut les voir comme des centres d'énergie alignés le long du corps. Chacun d'eux vibrerait à une fréquence particulière et serait lié à des aspects physiques et émotionnels. Quand un chakra est déséquilibré, la vibration d'une pierre pourrait, en théorie, venir le corriger et restaurer une bonne circulation de l'énergie vitale. Là, on touche à un concept vraiment fascinant, le lien entre la structure même de la pierre et son énergie. En lithothérapie, la géométrie des atomes d'un cristal, ce n'est pas juste un détail. C'est de là que viendraient ses propriétés. Par exemple, un système cubique comme la pyrite, avec ses formes très stables, très régulières, on l'associe logiquement à l'ancrage, à la structure. À l'inverse, un système hexagonal comme le quartz, qui forme des pointes, on va l'associer à la canalisation d'énergie, à la clarté, à la communication. En gros, la forme dicterait la fonction énergétique. Ok, maintenant que les bases théoriques sont posées, passons à la pratique. Quelles sont les pierres les plus courantes et à quoi elles serviraient? Voilà un petit guide pour s'y retrouver un peu. On commence avec un besoin très fréquent, la protection. Il y a deux reines dans ce domaine. D'abord, l'obsidienne, ce verre volcanique, tout noir, profond. On dit qu'elle fonctionne comme une éponge, qu'elle absorbe les énergies négatives qui nous entourent. Et puis, il y a la tourmaline noire, souvent vue comme un véritable bouclier énergétique. Elle est très populaire en ce moment pour son rôle supposé contre les ondes électromagnétiques. C'est aussi une super pierre d'ancrage pour bien garder les pieds sur terre. Passons maintenant à la sphère émotionnelle, où les pierres peuvent être de vrais alliés. La plus connue, c'est sans aucun doute le quartz rose, la pierre de l'amour inconditionnel par excellence, parfaite pour apaiser les peines de cœur. Pour un travail plus en profondeur sur des blessures du passé, on conseille souvent la rhodonite. Et pour gérer le stress et l'anxiété du quotidien, la lépidolite est très recherchée. D'ailleurs, petit fait intéressant, elle contient naturellement du lithium, un élément utilisé dans certains médicaments régulateurs d'humeur. Et pour le mental alors, quand les pensées tournent en boucle? La fluorine, on l'appelle souvent la pierre de l'étudiant. On dit qu'elle aide à structurer les idées, à mettre de l'ordre, un peu comme un architecte. L'améthyste, elle, avec sa belle couleur violette, c'est plus une pierre de sagesse. Elle est réputée pour calmer le bruit mental, ce qui en fait une compagne parfaite pour la méditation ou pour se reconnecter à son intuition. Et enfin, l'ancrage. C'est cette capacité à être vraiment là, dans le moment présent, connecté à la réalité.
Pour ça, le grenat, avec son rouge intense, c'est une pierre de pure vitalité. On dit qu'il donne la force et la détermination pour passer de l'idée à l'action. L'hématite, elle, qui est lourde et métallique, est encore plus directe. Son énergie, c'est vraiment celle qui nous ramène les pieds sur terre, qui nous aide à affronter les choses concrètes de la vie. C'est une chose de connaître les propriétés des pierres, mais c'est autre chose de savoir comment s'en servir. Alors voyons maintenant les différentes manières d'intégrer concrètement les cristaux dans notre vie de tous les jours. Il y a plein de façons de faire. La plus simple, c'est de les avoir sur soi, que ce soit en bijoux ou juste dans la poche, pour profiter de leur vibration en continu. On peut aussi les utiliser pour agir sur l'énergie d'un lieu, par exemple en posant une améthyste sur son bureau. Pour un travail plus personnel, méditer avec une pierre dans la main permet une connexion plus profonde. Et puis, il y a des méthodes plus immersives, comme les élixirs ou les bains, mais attention, comme on va le voir, ça demande de bien s'y connaître et de prendre des précautions. Et ça, c'est vraiment le point crucial, l'intuition. Au-delà de toutes les descriptions qu'on peut lire dans les livres, le ressenti personnel, c'est ce qu'il y a de plus important. Une pierre qui attire le regard, qui semble nous appeler, ou qui est juste agréable au toucher, c'est souvent celle qui correspond le mieux à nos besoins du moment. Il faut se faire confiance. Une fois qu'on a ces pierres, il faut s'en occuper. On les considère un peu comme des éponges énergétiques. Donc, c'est super important de les nettoyer régulièrement pour les décharger des énergies qu'elles ont pu accumuler. On peut le faire avec de l'eau ou avec la fumée de sauge, par exemple. Et ensuite, il faut les recharger, comme des batteries, en les exposant à la lumière de la lune ou du soleil, ou même en les enterrant quelques heures pour une recherche en profondeur. On arrive maintenant à une section absolument essentielle. Pour une pratique qui soit saine, qui soit équilibrée, il est fondamental de connaître les limites de la lithothérapie et de toujours l'aborder avec discernement. La question mérite vraiment d'être posée. Si les pierres peuvent apporter un soutien, est-ce que c'est une solution miracle à tous les problèmes? La réponse, bien entendu, est non. Le point le plus important, c'est celui-ci. La lithothérapie est une pratique complémentaire. Ça veut dire qu'elle peut accompagner un parcours de soins, soutenir sur le plan émotionnel ou agir en prévention. Mais, et c'est un mais énorme, elle ne doit jamais, au grand jamais, se substituer à un diagnostic ou à un traitement médical. C'est une règle d'or absolue. En cas de problème de santé, on consulte un professionnel. Il y a aussi des précautions très concrètes à connaître. Certaines pierres, par exemple, contiennent des minéraux toxiques. Il ne faut donc surtout pas les mettre dans l'eau pour faire des élixirs. D'autres, comme la moldavite, ont une énergie tellement intense qu'elles peuvent être déstabilisantes pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Et puis, il faut connaître leurs petites fragilités, comme la métisse qui perd sa couleur si on la laisse trop au soleil. Et on en revient à ce point central. Le ressenti personnel passe avant tout. On aura beau lire qu'une pierre est apaisante, si en la tenant on ressent un malaise, il faut s'écouter. Chaque personne est unique et son interaction avec une pierre le sera aussi. L'expérience personnelle, c'est vraiment le meilleur des guides. Cette phrase résume parfaitement l'esprit de la démarche. Non, ce n'est pas de la magie instantanée. La lithothérapie, c'est plutôt un cheminement. Une pratique qui demande de la patience, de la présence et surtout de l'intention pour petit à petit contribuer à un mieux-être. Pour conclure, on pourrait voir la lithothérapie comme un pont, une façon de se reconnecter aux énergies subtiles de la Terre. C'est une invitation à explorer son propre bien-être d'une manière différente, mais à une seule condition. Toujours garder à l'esprit les 3 piliers d'une pratique éclairée. Le discernement, pour ne jamais la confondre avec la médecine. Le respect, pour les pierres, mais aussi pour son propre ressenti. Et enfin, l'intention, car c'est la conscience que l'on met dans la pratique qui lui donne finalement tout son sens.